Bonjour, c'est le débat pour cette 8e circonscription à l'occasion des élections législatives. Nous sommes au café L'Air du Temps qui se trouve au ruban bleu. Merci à tous les candidats présents d'avoir accepté cette invitation. Alors il y a quelques secondes, on a fait un tirage au sort qui détermine justement un ordre de passage. Il y aura plusieurs temps dans cette rencontre, cette rencontre républicaine entre tous les candidats qui ont accepté d'être présents. Eh bien, vous allez savoir qui est là tout de suite à travers un mot de présentation de chacun dans l'ordre du tirage au sort. Et c'est Denis Octor du Parti radical de gauche qui commence avec 1 minute à peu près chacun de présentation. On vous écoute. Denis Octor. Je m'appelle Denis Octor, j'ai 23 ans, je suis le candidat du Parti radical de gauche. Mon parcours il est très simple. J'habitais à la Bouletterie, je suis passé par le collège Albert Vincent, puis le lycée Aristide Briand. Voilà, j'ai toujours habité à la Bouletterie avec ma mère et mes 3 sœurs. Actuellement, je suis étudiant en M2 à la fac de droit de Nantes. J'ai toujours travaillé pour financer mes études. Voilà, je joue rien sur cette élection, je joue pas ma carrière, je n'ai pas peur, mais je suis déterminé à porter mes valeurs laïques, européennes et solidaristes sur ce territoire où je suis né, où j'ai grandi et où j'habite. Je me définirais comme le candidat du réel, le candidat au final de la vraie vie. Je m'affirme comme un pur produit de l'école républicaine, de la méritocratie. Et voilà, moi je sais qu'à la fin de cette élection, si je ne suis pas élu cet été, j'irai bosser pour financer mes études comme tout le monde. Voilà. Je ne suis pas un héritier. Si je suis élu député, je ne serai pas un godillot. Si les lois me semblent bonnes, je ne regarderai pas si elles sont de gauche ou de droite. Je regarderai simplement si ces lois sont favorables aux habitants de cette circonscription. Voilà, après, je pense que c'est tout. Merci. Eh bien, merci Denis Octor. Vous passez Denis Octor pour le Parti radical de gauche. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin, qui est monsieur Gauthier Boucher. Gauthier Boucher, donc, pour le Front National. 1 minute de présentation aussi. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de votre venue pour ce débat. Donc, je suis le candidat du Front National, Gauthier Boucher, 29 ans. Je suis un Azérien du centre-ville, pas très loin d'ici, rue d'Ypres. J'ai fait des études d'histoire jusqu'au doctorat, je suis historien de formation et je suis très engagé, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, dans la vie publique. J'ai adhéré au Front National à une époque où ça n'avait aucun intérêt d'adhérer au Front National puisque nous étions à 4%, c'était en 2007. Et petit à petit, j'ai milité dans ce mouvement jusqu'à 2014 où j'ai été élu aux côtés de mes collègues Jean-Claude Blanchard et Stéphanie Sutter, conseiller municipal d'opposition à Saint-Nazaire, également conseiller communautaire. Je travaille à la région comme collaborateur d'élus pour défendre les intérêts des Ligériens les plus exposés à la politique de M. Retailleau. Et je suis heureux aujourd'hui de débattre pour cette élection législative de clarification contre le socialisme et contre cette marche arrière que nous propose le gouvernement Macron. Voilà, donc vous jugerez souverainement. Je ne suis pas un candidat parfait, j'ai énormément de défauts, mais j'ai, je crois, des qualités que peu de candidats ont et qui feront de moi un législateur honnête, probe, qui n'est pas intéressé par l'argent, et je vous l'expliquerai dans les minutes qui viennent. Merci Denis pour ces éclaircissements, même si je pense personnellement, mais il n'y a pas de souci, je pense personnellement que vous êtes un petit peu à côté sur la question de l'Europe et du détachement des travailleurs. Moi, je veux bien que l'Europe ait été construite pour la paix, mais c'est quand même une analyse un petit peu naïve. Si l'Europe a été construite telle qu'elle est, c'est uniquement, et s'il y a eu la paix pendant 60 ans en Europe, même si c'était une paix incomplète, c'est uniquement à cause du parapluie nucléaire américain. Alors, sur la question du détachement des travailleurs, beaucoup de naïveté également. Comment peut-on à la fois promouvoir l'Union européenne, promouvoir la construction européenne, tout en regrettant les excès du détachement des travailleurs, alors que le détachement des travailleurs est consubstantiel de la construction européenne. Il n'est qu'à lire l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et nous y verrons les délocalisations, le détachement des travailleurs. C'est donc consubstantiel.
Monsieur Octor nous dit que l'Europe fait beaucoup, qu'elle fait beaucoup pour notre vie quotidienne. Par exemple, elle nous aiderait à avoir le Wi-Fi, très bien, mais à quoi ça nous sert si l'Europe nous aide prétendument pour le Wi-Fi ou pour la fibre optique, si dans nos communes les plus rurales, les plus reculées, nous n'avons pas Internet, si les gens sont dans un total drame de la désertification numérique pour le coup. Si les gens à Lavaux-sur-Loire ou à Boué n'ont pas Internet, c'est à la fois la faute de l'Europe, on peut dire, qui n'agit pas, et aussi le recul de la puissance publique. Et puis l'Europe du droit des femmes, moi je demande à voir honnêtement. De quelle Europe du droit des femmes parlez-vous, Denis ? Est-ce que c'est l'Europe du droit des femmes menacée par le fondamentalisme islamiste, ou bien peut-être l'Europe du droit des femmes qui en Grèce se prostitue pour un sandwich, ou bien peut-être l'Europe du droit des femmes qui toujours n'ont pas l'égalité salariale en France, qui est une inclination que l'Europe n'aide pas vraiment à corriger. Je me demande de quelle Europe du droit des femmes on parle véritablement. Vous riez dans la salle, vous croyez que l'Europe est un progressisme, que c'est la marche du monde. Pour beaucoup de gens, l'Europe les fait crever et nous n'en voulons plus. Nous voulons que l'Europe meure pour que la France vive. Gauthier Boucher pour le Front National. Bien, merci Monsieur Bazin pour évoquer la question de la transition énergétique et écologique, même si encore une fois je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait dans les clous. Moi je suis d'autant plus à l'aise avec la question de cette transition que j'ai signé il y a quelques heures de cela, ce matin, le manifeste pour décarboner l'Europe, ce qui me semble un peu plus sérieux que cette manière dont Europe Écologie Les Verts et d'ailleurs France Insoumise, mais pas le Parti communiste, puisqu'on sait que le Parti communiste et France Insoumise ne sont pas d'accord sur la question du nucléaire, un peu plus sérieux que le zéro nucléaire tout de suite. Il ne faudrait quand même pas que tout ce que nous faisons en France, où nous sommes pionniers, comme par exemple la transition électronucléaire que nous avons menée à partir des années 60, il ne faudrait pas que tout ça soit jeté aux orties au prétexte qu'il y aurait des risques de sécurité que je vais aborder, mais qu'il y a des manières, ces risques, de les amoindrir. Vous ne voulez pas, Monsieur Bazin, manifestement, puisque vous êtes pour le zéro nucléaire, vous ne voulez pas entreprendre le grand carénage qui permettrait d'étendre la vie de nos centrales. Le Front National au pouvoir, lui, le fera. Et puis vous évoquez les risques de sécurité. Je ne sais pas si vous avez parlé de Fukushima, mais implicitement vous en parlez sans doute, donc cet accident nucléaire en 2011. Nous pourrions peut-être nous inspirer de ce qu'a fait le Japon, c'est-à-dire dans la mesure où il y a eu cet accident nucléaire, TEPCO qui gérait le parc nucléaire, en tout cas cette centrale-là, a été nationalisée ensuite. Nous ne pouvons pas confier la sécurité de nos centrales nucléaires, nos installations nucléaires, à des opérateurs privés, c'est évident. Et il faut encore une fois le retour de la puissance publique dans ce domaine. Et puis M. Bazin, il est amusant. Il est amusant parce qu'il fait la transition énergétique et écologique à moitié. Il nous parle de transition énergétique et puis il ne parle pas, bien que ça n'était pas exactement le sujet, de cette transition agroécologique qu'il nous faudrait. Ah, mais c'est vrai que pour cela, il faudrait sortir des institutions européennes parce que la faute n'a pas de chance. Les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous poussent toujours à nous calquer sur le modèle agroproductiviste à l'allemande et le modèle agrochimique à l'allemande, ce qui naturellement a des conséquences environnementales totalement détestables, ce qui aussi a des conséquences en termes de mal-être animal, puisqu'on nous emmène vers la ferme des 1000 vaches et ce genre d'agro-business tout à fait détestable. Cela, Monsieur Bazin, vous n'en parlez jamais parce que vous êtes un européiste zélé. Voilà. Vous seriez sans doute mieux d'ailleurs à La République En Marche, vous auriez au moins des opportunités de vous faire élire. Pas dans cette circonscription. Hein. National sur cette question de la réforme du Code du travail. Merci. Alors je voudrais rappeler que naturellement au Front National nous sommes attachés au Code du travail tel qu'il est actuellement. Ce n'est pas parce qu'il fait, je ne sais pas, de l'huile ou 3000 pages qu'il faudrait tout de suite sortir des arguments assez démagogues pour le coup en disant il est trop gros, il faut réduire, il faut sabrer, il faut détruire le travail. Nous savons d'où vient le Code du travail. Nous savons que le Code du travail est finalement le fruit de la souffrance des Françaises et des Français. Nous n'oublions pas que le Code du travail est issu de cette terrible catastrophe industrielle qui était la catastrophe de Fourrière, 1300 morts au début du XXe siècle, en 1906, 1300 morts pour un groupe de grisous qui n'auront pas été vaincs, même si ça aurait été malheureux, puisqu'ils ont créé par ricochet le Code du travail. Ce même Code du travail que M. Macron, aujourd'hui, et son acolyte, M. Philippe, voudraient sabrer.
Lorsque nous serons au pouvoir, c'est-à-dire en 2022 ou en juin, si nous avons la majorité parlementaire, ce que j'espère, nous revaloriserons le travail dans sa dignité, dans son identité. Monsieur René Vau, nous abrogerons la loi travail. Cette même loi pour laquelle vous avez voté en glissant le 7 mai dernier le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne présidentielle. Monsieur René Vau, il est inutile de nous parler de cette super loi travail qui serait dangereuse quand, encore une fois, vous avez voté pour M. Macron, qui fut le promoteur en son temps, il y a quelques années, des accords patronaux dégueulasses, un peu comme l'ANI, l'accord national interprofessionnel, que nous, au Front National, nous avons combattu. Monsieur René Vau, inutile de nous jouer de la flûte sur la retraite à 60 ans. Lorsque le Front National sera au pouvoir, la retraite à 60 ans, elle sera garantie, en tant qu'être social, elle sera garantie pour que les travailleurs aient 40 annuités de salaire. Et d'ailleurs, les travailleurs, où sont-ils? Sont-ils au Parti communiste? Sont-ils à la République en marche? Sont-ils à l'Europe écologique? Ou sont-ils à droite? Bien évidemment que non. Les travailleurs, notamment les travailleurs les plus modestes, ils sont candidats, ils sont militants et ils sont même cadres du Front National. La preuve par Jean-Claude Blanchard, ouvrier soudeur et chantier de l'Atlantique, on peut être un homme du peuple et s'élever par une forme de méritocratie populaire, sauf au Parti communiste, où ce sont uniquement des appareils. Gauthier Boucher pour le Front National, M. René Vau. Audrey Dufeu-Schubert, maintenant pour la République en marche. Me concernant, je crois bien évidemment profondément en l'Europe. J'ai épousé un mari hollandais, ma belle-mère est allemande et elle vit en Espagne. Je crois en la culture européenne, comme Florence vient de le dire, puisque c'est réellement ce qui va nous permettre d'affirmer notre légitimité française. Car les deux vont de pair. Il suffit de regarder récemment les événements lorsque Donald Trump a quitté les accords de Paris. Emmanuel Macron a pu affirmer notre force française tout en collaborant avec l'Europe pour les questions environnementales. Je suis aussi la seule candidate qui soutient un ancien candidat, aujourd'hui président, qui a prôné être profondément européen tout au long de sa campagne. Et je vais juste revenir, et j'ai un peu de parole pour la suite. Monsieur Boucher, vous semblez être inquiet sur le numérique et le numérique. Il y a plein de propositions à faire autour de la révolution numérique. Aujourd'hui, il faut avancer vers la numérisation parce que c'est ce qui va nous permettre de nous réorganiser et d'avoir des structures performantes grâce au numérique. C'est européen ou pas, je pense que c'est une volonté tout simplement gouvernementale. Merci Audrey Dufeu-Schubert, qui est la dernière pour la République en marche, à ce premier sujet mis en débat par Denis Octor du Parti radical de gauche. Merci Denis, c'est un sujet passionnant. Alors, on continue ce tour de table et chaque intervenant est évidemment totalement maître de son sujet. Alors le deuxième sujet, c'est M. Gauthier Boucher pour le Front National. De quoi voulez-vous débattre? Je voudrais simplement poser une question rapide sur le logement, et en particulier le logement social. Est-ce que les concurrents sont d'accord, comme je le suis, pour qu'il y ait une priorité nationale dans le logement, c'est-à-dire que les Françaises et les Français soient prioritaires dans l'accès au logement, comme il devrait l'être également, selon moi, concernant l'accès aux emplois et à la protection sociale. Et puis, comme ma question était courte, je vais aussi prendre 30 secondes pour répondre aux insanités du Parti communiste et du Parti socialiste sur les questions de l'austérité. L'austérité, messieurs, dames, c'est tout de même M. Hollande et son gouvernement qui l'ont fait en 2012, alors qu'il prétendait combattre la finance, alors qu'il prétendait être contre le TSCG, par exemple. Eh bien, le TSCG devenu une réalité politique et non constitutionnelle. Ne croyez pas, vous qui êtes dans la salle ou qui vous écoutez à la radio, que demain, si les Républicains, les socialistes ou la République en marche gagnent, ils appliqueront leur programme respectif. Ils appliqueront tout bêtement un programme d'austérité qui est celui que nous connaissons déjà par avance, émis annuellement chaque printemps par la Commission européenne. Ce sont les grandes orientations politiques européennes. Tout cela n'est que blabla. J'aimerais quand même avoir une réponse sur la priorité nationale, notamment dans le logement social.
Merci, monsieur Boucher, pour le Front National, qui met donc ce sujet sur la table. Et on refait un tour de table. Essayez d'être rapide, peut-être, Denis Sativa, pour le Parti radical de gauche, qui va reprendre la parole. Pour la priorité nationale, c'est très simple, je suis pas d'accord. Mais je vais en profiter de quelques secondes pour répondre à M. Boucher, notamment sur la directive travailleurs détachés. En 2014, à la Commission européenne, quand il y a eu un débat sur la directive travailleurs détachés, ce qu'a fait Marine Le Pen, et c'est absolu. Pour les traités de libre-échange qu'a fait Marine Le Pen, et c'est absolu. Pour le rapport sur les droits des femmes qu'a fait Marine Le Pen et les membres du Front National. Ils ont voté contre. Je pense que j'ai rien à rajouter. Denis Sauter, le Parti radical de gauche, avec Fabrice Bazin pour Europe Écologie Les Verts. Oui, en effet, Denis, tu n'as pas tort de rappeler ce que fait le Front National à l'Union européenne, qui pour ce parti semble être une banque plutôt qu'un lieu de faire des lois. Pour le logement social, moi je défends le fait de pouvoir vivre dignement et donc d'avoir un accès à un logement dignement. Et donc je suis pour la priorité, je ne suis pas national, la priorité à ceux qui en ont besoin de logement social. Là-dessus, donc, j'ai la priorité nationale, je voudrais savoir ce que ça veut dire en France. Je ne comprends même pas ce terme-là. Merci, Fabrice Bazin, qui a été économe sur son temps de parole. Et la parole est à Yvon René-Botte pour le Parti communiste. Oui, la priorité nationale est un véritable poison pour notre société. Donc, en effet, il y a besoin de beaucoup de logements. On a besoin de construire beaucoup partout. Et c'est pour ça que cette loi SRU qui garantit la construction de logements sociaux presque partout, en tout cas, ayant obligation d'en construire 25% partout, c'est pas que demain, dans la législature à venir, eh bien, il y aura une nécessité d'augmenter en tout cas ce pourcentage et que le chiffre de 30% soit atteint le plus rapidement possible, parce que le logement social, on en a besoin partout sur tout le territoire. Merci. Yvon René-Botte pour le Parti communiste. On poursuit ce tour de table avec Lauriane Dagnon pour le Parti socialiste. Madame Dagnon. Alors ma réponse va être claire. Je suis bien évidemment opposée à la proposition de M. Gauthier Boucher. Je suis très fière dans ma délégation, jour après jour à la ville de Saint-Nazaire, de tout mettre en œuvre pour construire du logement qui soit accessible à toutes les familles, à toutes les générations, et ce, sur tous les quartiers de la ville. Je suis très fière que sur la ville de Saint-Nazaire, on atteigne un taux de logement social important, qui est le résultat d'une politique publique volontariste, plus de 27% dans les logements sociaux. Et à cet égard, j'aimerais par ailleurs entendre la position de la candidate de la République En Marche sur la construction de logement social, globalement, y compris sur le territoire nazérien, parce que madame, vous avez choisi comme suppléant un opposant à la politique municipale, un représentant de la droite à la conseil municipal. Le conseil municipal, après le conseil municipal, s'oppose à la construction de logement social sur le territoire nazérien. En ce qui concerne la position de M. Gauthier Boucher, finalement, elle ne me surprend pas parce que vous n'avez de cesse de répandre la haine, de diviser celles et ceux qui vivent et grandissent sur notre territoire. Monsieur Gauthier Boucher, vous êtes l'homme d'un parti qui préfère soutenir les dictateurs arabes comme M. Assad, plutôt que d'accueillir sur notre territoire les réfugiés qui fuient la guerre, les massacres et les misères. On vous a vu à Saint-Nazaire manifester contre la paix des réfugiés. On vous a aussi vu d'ailleurs à Saint-Brévin manifester contre la paix des réfugiés. Il faut dire auprès d'un maire, M. Horry, qui était peu enclin à accueillir celles et ceux qui sont dans une situation extrêmement dramatique. M. Horry, qui est par ailleurs aujourd'hui le candidat de la République En Marche, qui a vraiment traîné les pieds pour ouvrir les portes à ces femmes, ces hommes et ces enfants. Vous avez combien de migrants chez vous, madame? Merci, madame Lauriane Dagnon. Je demande de ne pas parler dans la salle, parce que sinon on s'en sortira. Vous êtes adressé, madame Dagnon, à la candidate de la République En Marche, qui vous répondra lors de son tour de table. Je suis l'ordre logique avec M. Tony Moulis pour l'Union populaire républicaine. Vous êtes déjà à 6 minutes. Je vais être très rapide. Quand je parlais tout à l'heure notamment de la paix sur le territoire de l'Union européenne, je sais de quoi je parle.
Et si je peux affirmer que nous ne sommes pas en paix, c'est que je ne peux me targuer, si on peut le dire, d'avoir un passé militaire. J'ai opéré sur de nombreux territoires à l'étranger, j'ai travaillé dans des camps de réfugiés. Je suis également passé par des phases assez difficiles où j'étais en situation de grande précarité. Donc je peux me permettre de maîtriser un petit peu le sujet. Concernant ensuite la question du logement avec une priorité nationale, il est évident que pour nous, populaire républicaine, il est hors de question d'accorder une priorité nationale, que ce soit sur le logement ou sur l'emploi. La France, nous considérons que c'est une terre universelle. Nous ne sommes pas propriétaires de cette terre, nous sommes de passage. Et si à travers le monde il y a des conflits, je serais extrêmement heureux, je ne l'accueille pas chez moi, mais si l'occasion s'en présentait, je me débrouillerais pour accueillir quelqu'un qui va en difficulté. Merci Tony Louis pour le mot populaire. Merci de parce que sinon, alors Tony Louis, là ensuite Florence Beuvelet, Madame Beuvelet pour les Républicains. Oui, 5000 logements par an, c'est l'objectif, et j'y tiens comme tout le monde, puisque les politiques de l'emploi, c'est le bâtiment. Les bâtiments, ça crée de l'emploi, et surtout, le logement, c'est le lieu de la famille, c'est là où c'est très, très, très important. Je déplore que M. Macron n'ait pas... il n'y a pas de ministre ou de secrétaire d'État à la politique du logement. Peut-être depuis 1967, et c'est une première. Alors, 4 millions de personnes sont mal logées en France et plus de 12 millions sont fragilisées par rapport au logement. Le secteur de bâtiment pâtit gravement d'une politique qui jusqu'ici était trop idéologique. Je fais allusion à la loi ALUR, non pas à la loi SRU spécialement. Le 27%, ça me paraît raisonnable, il faudrait une répartition, j'en ai déjà parlé, en salle communautaire, entre les différentes villes de la Carène. La protection de notre environnement. Alors nous, à Saint-Nazaire, effectivement, on fait un gros travail à la Carène de rénovation et de réhabilitation des bâtiments qui, après-guerre, et qui jusqu'ici ne sont pas encore rénovés parce que les propriétaires sont âgés ou n'ont pas les moyens. Donc il y a tout un chantier de réhabilitation, ça commence à prendre. Qui rend les bâtiments anciens moins énergivores. Alors, rendre l'accès au logement social plus juste, ça c'est un cheval de bataille de notre famille politique, parce que trop de personnes ne peuvent pas accéder au logement social en fait. On en parle très très souvent dans nos commissions. Le logement social crée des inégalités. D'abord, je voudrais parler tout de suite de quelque chose pour lequel on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des personnes qui rentrent jeunes dans un logement social ou au moment d'une rupture dans leur vie avec des difficultés et qui, par la suite, restent dans le logement social. Et là, il faut inventer quelque chose, une réunion, je ne sais pas, je n'y ai pas encore pensé, pour que, quand arrive meilleure fortune, ces personnes puissent laisser leur place, ça me paraît difficile quand on est installé dans son chez-soi, mais en tout cas payer peut-être un loyer plus élevé. Le logement social, pour terminer, puisque c'était la question, les fragilités sont concentrées. Alors on appelle ça des ghettos, moi je n'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que des secteurs sont... Des personnes ne peuvent pas aller dans les HLM, qui sont, enfin les logements sociaux qui sont neufs, équipés, et ils peuvent se retrouver dans les logements sociaux qui ne sont pas rénovés. Pourquoi? Parce que le coût de la construction augmente avec les normes qu'on nous impose maintenant. Et l'APL ne progresse pas d'autant. Donc il y a des personnes qui sont en dehors du logement social et qui ne peuvent pas avoir un logement social. Et ça c'est très rare, mais c'est pas lié à Saint-Nazaire. C'est national et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. Merci Florence Beuvelet pour les Républicains.
passer le mot. Et maintenant donc Audrey Dufeu-Schubert pour La République En Marche. Concernant la question sur les logements sociaux, je suis bien évidemment favorable. Je suis pour les logements sociaux, rassurez-vous Madame Le Pen, puisque j'ai moi-même grandi dans une cité HLM pendant de nombreuses années. Florence Peupley, pour vous répondre sur la question du ministère spécifique sur les logements. Je pense qu'en fait la problématique des logements est bien plus transversale. Et d'ailleurs, il y a eu un ministère sur la cohésion des territoires qui a été créé, puisque nous devons avoir une approche beaucoup plus globale pour concentrer nos moyens là où il y en a besoin, et faciliter l'accès aux logements sociaux pour les jeunes et notamment les actifs, afin que le logement ne soit pas un frein à l'acceptation d'un emploi si la personne est amenée à être mobilisée sur le territoire. Je voudrais répondre aussi, parce que j'ai beaucoup de questions, je suis en fin de tour de table, Madame Denot sur la question de mon suppléant, puisque cela semble vous inquiéter. Je tiens juste à vous rappeler que nous sommes dans une élection législative, une élection nationale, et que même si je comprends qu'il soit intéressant et opportun pour vous de mettre en avant les politiques municipales en tant qu'élu municipal, nous sommes cependant là sur une élection nationale. Et quant au choix de mon suppléant, Thierry Vincent, étant là depuis le début, c'est un des premiers qui a choisi le rassemblement autour de la majorité présidentielle que l'on a comporte. Et je me pose une question aussi sur l'importance que l'on donne à mon suppléant. Alors, j'ose espérer qu'en tant que fervente militante pour l'égalité homme-femme, cela n'a aucun rapport avec le fait que ça soit un homme, mais ça m'interroge toujours beaucoup quand on dit que moi je marche à l'ombre de mon suppléant, puisqu'effectivement, encore une fois, c'est moi la représentante pour l'élection législative, et donc derrière mon suppléant avec tout le respect que je lui dois. On n'applaudit pas. Audrey Dufeu-Schubert pour La République En Marche, pour terminer ce tour de table, qui est avec le thème posé par M. Gauthier Boucher, la conférence nationale pour le logement social. On continue à vivre maintenant sur la liste, M. Boucher. Merci. Alors, sur la question de la moralisation de la vie publique, sur en gros la question des finances, je voudrais rétablir un petit peu de vérité après l'hypocrisie de Mme Denot. Il est certain que Mme Denot a quelques facilités à publier sa déclaration de revenus, sa déclaration de patrimoine, puis son budget de campagne. C'est en quelque sorte une manière habile de se prémunir de la réalité de ces revenus qui sont tout de même d'environ 3 500 4 000 euros par mois. Des revenus que n'ont pas une immense majorité des Nazériens, des Montforts, des Trinquets, des habitants de notre circonscription. Et puis Mme Denot, en publiant son budget de campagne, révèle aussi un autre visage, c'est qu'elle utilise finalement à fond les fonds publics, tandis que pour ma part, je ferai une campagne avec 4 fois moins d'argent pour 2 fois plus de voix, sans doute, en tout cas au premier tour. Il faut aussi dire ce que nous ferons de cet argent. Comment dirais-je, si je suis élu député, ce que je souhaite, je n'ai pas envie de toucher 6 000 ou 7 000 euros par mois, je n'en ai aucune envie. Et je rétrocéderai, cet argent m'emmerde profondément, je n'en veux pas, en tout cas pas autant. Et je rétrocéderai donc 20% de mes indemnités, il faudra déterminer à quel type d'œuvre, mais je pense que des associations qui s'occupent de handicap au quotidien, des associations qui font de la protection environnementale et animale concrète, ou des associations comme le Secours Populaire, qui aident encore une fois ceux qui sont plus exposés aux fragilités sociales, mériteront beaucoup plus mon argent que moi-même. Je n'ai pas besoin de cet argent, je n'en veux pas. Merci, Gauthier Boucher pour le Front National. Madame Denot a été mise en cause à souhaiter vérifier. Alors, je suis désolée de reprendre la parole, mais en 2 mots, monsieur Gauthier Boucher, vos propos sont juste insupportables. Vous êtes le parti du mensonge, des fake news. On remet vos méthodes, c'est les mêmes méthodes que Marine Le Pen, donc vous allez arrêter de raconter n'importe quoi. D'une part, sur les revenus, ils sont transparents, ils sont publics, j'invite les auditeurs à aller voir ça en ligne sur mon site internet. Et ensuite, sur les modalités de financement de la campagne électorale, puisque, comme la voix nous s'y autorise, j'ai fait un prêt. Voilà, en mon nom. En mon propre nom. Voilà, monsieur Boucher. 32 000 euros. 32 000 euros Si, pour ne pas débuter à la fin. pour le Parti Socialiste. Moi, ce qui m'embête un peu avec M. Ruiz, c'est que finalement, je suis assez d'accord avec lui sur beaucoup de sujets, dont le sujet des financements. Alors, j'appelle tout de même les électeurs de France Nationaux qui veulent vraiment avoir un député qui
qui fera cette triple sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, finalement, avec Gauthier Boucher dès le premier tour, ça marchera bien. Alors comment finance-t-on en sortant la France finalement de l'ornière dans laquelle elle se trouve, par un certain nombre de politiques qui lui coûtent beaucoup d'argent au quotidien? Il faut naturellement, c'est pas vraiment une surprise dans la bouche, réduire d'à peu près 90% les flux migratoires, ça fera déjà bien des économies. Il faut lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale, et il faut, je le pense, sortir notre pays de l'Union européenne, ce qui fait concrètement 9 milliards d'euros annuels d'économies. Et puis, concernant ce qui est finalement, je le crois, si je vous écoute, un Glass-Steagall Act à la française, c'est-à-dire une grande loi de séparation bancaire, moi je dis banco, totalement d'accord, même si la proposition ne revient pas à M. Asselineau, je crois que c'est M. Cheminade qui l'avait évoqué en son temps. Nous sommes tout à fait d'accord pour cette grande loi de séparation bancaire entre d'une part les banques d'investissement qui investissent dans le système productif, qui investissent dans l'économie réelle, et puis les banques qui sont un petit peu les amis de Madame Delio et qui jouent un petit peu comme au poker avec l'argent des Nazériens, des Montferrand, des Finaquais, des habitants de circonscription. Je suis tout à fait pour cette grande loi de séparation bancaire. Voilà, donc Gauthier Boucher, et maintenant nous laissons la parole à M. Gauthier Boucher, le Front National. Dernier mot, conclusion, en 1 minute. Merci. Avant de conclure sur les engagements de campagne, je veux juste revenir quelques secondes sur la dernière prise de parole concernant le bien-être animal. Il y a beaucoup de choses intelligentes qui ont été dites, puisque en France, vous le savez, les poules de batterie, elles vivent sur 0,6 mètres carrés de surface pendant les quelques semaines où elles sont élevées, c'est-à-dire la superficie, la surface de cette feuille de papier. Alors naturellement, moi je suis très indigné de cette situation. Je l'ai finalement dénoncé il y a quelques dizaines de minutes quand j'ai parlé à M. Bazin du drame de cette politique agricole française calquée sur le modèle allemand, calquée sur le modèle qu'on utilise. Ce n'est pas moi en tout cas qui ai voté au conseil municipal il y a cela 2 ans, par exemple, l'avenue de Burger King dans notre ville, c'est Lauriane Deleu, adjointe à l'urbanisme, c'est Fabrice Bazin, c'est M. Renévo, c'est Mme Deblay, ça n'est pas moi. Et puis, pour conclure en 20 secondes, vous le savez, on avait peut-être l'impression, habitant le Front National, qu'on habiterait une sorte de débile, un Benet qui réciterait les slogans des affiches du Front National. Ça n'est pas le cas. Je vais quand même dire 2 slogans d'affiches, qui étaient les 2 derniers slogans des affiches de Marine Le Pen. Remettre la France en ordre, je le veux. Choisir la France, je le veux. Ce sont mes priorités.